Voilà. Ok, mais alors, et le coût de la méga complexité du système actuel des retraites, hein, parce que la réforme Macron, c'est aussi, on fait un truc unique, compréhensible, égalitaire, tu cotises, tu gagnes des points, tu transformes tes points en euros pour ta retraite, tout le monde cotise le même nombre d'années, fini les régimes spéciaux, les mecs qui partent à la retraite à 55 ans avec 5000 boules par mois, alors qu'ils ont cotisé pot de zub, on simplifie quoi. Ouais, alors on simplifie surtout pour mieux contrôler. Faut bien comprendre que le système de protection sociale, donc de retraite en partie tel qu'il a été pensé en 1945, avait pour but d'exclure le gouvernement des décisions. Le montant des cotisations et des aides devaient être négociés entre les partenaires sociaux, donc entre les syndicats de travailleurs et de patrons. Mais c'était une vision très communiste en fait. Bah je croyais que le communiste c'était au contraire l'État qui contrôle tout, Ouais, non, ça c'est l'URSS ou la Chine. qui sont justement des régimes communistes. Ouais, alors je vois, il y a un problème de définition là. Le communisme, c'est le non-capitalisme. Les moyens de production sont entre les mains des travailleurs et pas des actionnaires ou de l'État. Donc ni la Chine ni l'URSS ne sont communistes. Bref, c'est une discussion pour un autre épisode. Il n'empêche que, avec la chute de l'URSS qui malgré tout permettait aux idées communistes d'exister et le tournant libéral des années Reagan-Thatcher, donc les années 80, la protection sociale est de plus en plus devenue synonyme de coût, de frein à l'activité économique. Et donc les gouvernements successifs ont cherché à reprendre la main sur cette protection sociale, ce qu'ils ont réussi à faire. Aujourd'hui, la tirelire de la protection sociale est quasiment exclusivement gérée par l'État. La réforme Macron, c'est un moyen de simplifier la partie retraite de cette protection sociale afin d'encore mieux la contrôler. Sous-entendu j'imagine, afin de pouvoir facilement baisser le coût des retraites quand on en a envie. Sachant que la pensée dominante voit les retraites comme un coût, comme une charge, c'est sûr que ça sent plus la baisse que la hausse. Mais bref, parlons un peu de la complexité du système. Il y a pas mal de trucs à dire, commençons par un petit état des lieux avec des statistiques. D'abord en France, même si les systèmes de retraite par capitalisation existent, ils ne représentent presque rien en termes de pensions versées, à peine 3% du total. Donc la France marche à 97% par répartition. Voilà, ensuite j'ai un petit tableau pour toi. Il y a 17 millions de retraités en France qui, en 2016, ont touché un total de 327 milliards d'euros de pensions de retraite et d'invalidité. Les retraités sont affiliés à des caisses d'assurance vieillesse qui leur versent leurs pensions, et c'est pour ça que c'est pas toujours facile de s'y retrouver, et il y a plein de caisses. Ouh là là, je sens que ça va être un tableau compliqué. Disons que ça va être un tableau bien rempli. Donc, les retraités du privé sont affiliés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Elle a versé 114,9 milliards d'euros de pensions en 2016 à plus de 13 millions de retraités. Ensuite, il y a la Caisse des salariés agricoles. Elle a versé 8 milliards d'euros en 2016 à presque 2 millions de retraités. L'ensemble de toutes ces pensions représente 38% du total des pensions. Tu captes comment il est foutu mon tableau là ? Ouais, ok, je capte, mais pourquoi tu fais pas une petite division là? 114,9 milliards divisé par 13,4 millions de retraités, ça fait 714 euros par mois et par retraité. C'est pas beaucoup du coup. Alors non, tu peux pas faire ça parce qu'un retraité peut être affilié à plusieurs caisses, donc ça voudrait pas dire grand chose. Hein? Eh bah oui, si dans ta carrière t'as changé d'activité, tu peux te retrouver à toucher des montants de pension de plusieurs caisses différentes. Ah! Donc, continuons de remplir ce tableau. Les retraités du privé sont obligés d'être affiliés à des complémentaires retraite. Donc c'est une obligation, c'est un truc qui vient en plus de ce que verse la caisse de retraite. Il y en a 3 pour le privé. La complémentaire des salariés, ARCO, celle des cadres, AGIRC, et celle de ceux qu'on aurait cru qu'ils étaient des fonctionnaires, mais en fait non, IRCANTEC. IRCANTEC, qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques. Ouais bah tu vois là je me représente toujours pas très bien la chose. Alors en gros, c'est pour les contractuels de la fonction publique, donc les élus qui peuvent dégager après une élection, mais aussi ceux qui bossent dans les ministères par exemple. Quand il y a un nouveau ministre, les équipes qui lui sont attribuées peuvent être remplacées. Ça concerne aussi certains agents des collectivités locales, les temps partiels, ce genre de trucs. Ok. Donc là tu vois que si on prend les caisses de retraite et les complémentaires du privé, qui sont obligatoires, on a déjà 62% du total des pensions versées. Sachant qu'on va revenir sur ce truc de complémentaire du privé un peu plus tard, parce que c'est hyper important. Bon, après le privé, le public j'imagine. Oui. Tu peux voir que les anciens employés de la fonction publique, civile, militaire et le personnel hospitalier, touchent 22% du total des pensions. Ici, même s'il y a aussi parfois des complémentaires obligatoires, les chiffres sont agrégés. Ensuite, on passe aux indépendants, donc les retraités qui bossaient dans le domaine agricole, mais sans être salariés, les anciens artisans et commerçants, les professions libérales, donc tous les gens qui bossaient à leur compte, et les anciens avocats. Ça, c'est 11% des pensions et ça inclut aussi les complémentaires. On termine avec le reste, donc là, ce sont les régimes spéciaux pour les anciens mineurs, les retraités de l'aéronautique civile, les retraités des grandes entreprises publiques, donc EDF, La Poste, Radio France, France Télévisions, etc.,
les anciens de la SNCF, de la RATP, les invalides de la marine, etc. Ça représente 5% des pensions et, de ce que j'ai compris, corrigez-moi dans les commentaires, il n'y a pas de complémentaire. Ces régimes spéciaux ont des règles d'âge légal, d'âge sans décote, de trimestre à valider, etc. qui peuvent être différentes de ce qu'on trouve dans le privé ou le public. Ça va ? Ouais, je crois, mais pourquoi c'est aussi compliqué là? Parce que tu vas voir, on va en parler dans la prochaine partie. En attendant, passons aux âges de départ à la retraite. Alors j'ai pas toutes les infos, mais voilà ce qu'on peut voir. Dans le privé, personne ne part avant 60 ans. Et ensuite, le gros des départs se répartit entre 60 et 65 ans. Alors attends, là si je lis bien le truc, ça veut dire qu'en 2017, 31% des retraités affiliés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse sont partis en retraite entre 62 et 64 ans. C'est ça. Dans le public, les départs démarrent dans la tranche 57-59 ans, donc en moyenne 1 an et demi plus tôt que dans le privé. Et s'étale ensuite jusqu'à 65 ans. Attends, mais je croyais que l'âge de départ minimal c'était 62 ans. Non, ça c'est l'âge pour partir sans décote. Mais il y a des dispositifs de retraite anticipée. Dans la fonction publique, il est possible de partir à 60, voire même à 57 ans. Et puis, il y a aussi des exceptions pour les policiers, les surveillants de l'administration pénitentiaire, les contrôleurs aériens, les agents des égouts, etc., qui peuvent partir avant 52 ans. Puis comme tu peux le voir, il y a aussi les militaires qui partent avant 56 ans. Ouais, d'accord, des histoires de pénibilité en fait. C'est ça. Les indépendants partent en retraite à peu près comme les travailleurs du secteur privé, mais avec encore plus de monde dans la tranche plus de 65 ans. Ensuite, pour les régimes spéciaux, ça dépend. On voit bien que pour les retraités d'EDF, la SNCF et la RATP, les départs à la retraite s'étalent entre moins de 56 ans et 60 ans. Pour les notaires, c'est à peu près pareil que pour la fonction publique. Et pour les cultes, là, c'est beaucoup plus tardif. Eh ben, EDF, SNCF et RATP, la vie est belle, hein. Ouais, mais tu vois, c'est toujours le même débat. Est-ce que ce sont eux qui doivent s'aligner sur les retraités du privé et partir à 63 ans, en moyenne, ou l'inverse, l'ensemble des régimes qui doivent s'aligner sur la RATP et partir avant 56 ans? On a tendance à croire qu'il serait impossible de réduire l'âge de départ à la retraite. Mais encore une fois, c'est un choix de société. Il n'y a pas de problème de financement. Si on accepte de travailler moins longtemps, il faut aussi accepter de cotiser davantage ou d'être taxé davantage. Et après, tout dépend aussi de ce qu'on taxe et de qui on taxe. Mais on peut financer ce qu'on veut. Ah putain, la taxe sur les marchés financiers quand même. Maintenant, je te montre un autre tableau avec les pensions moyennes par personne et par mois, par régime d'affiliation principal. J'ai rajouté les effectifs en millions de personnes, histoire d'avoir une idée de la masse que ça représente. Et le total ne correspond pas à 17 millions de retraités, parce que, encore une fois, il y a des pensionnaires qui sont sur plusieurs régimes, qui touchent des morceaux de pension sur plusieurs régimes. Bon, ici, il y a à mon avis 2 trucs à voir. Déjà, les anciens salariés du privé, du milieu agricole et les artisans commerçants sont ceux qui s'en sortent le moins bien. Peut-être un signe qu'il faudrait davantage penser à rehausser les pensions des moins bien lotis plutôt qu'à chercher à réduire celles de ceux qui s'en sortent le mieux. Ensuite, regarde un peu les écarts de pension entre les hommes et les femmes. Oui, enfin on le savait, inégalité, inégalité. Par contre, c'est marrant, le privé et les indépendants sont encore plus vaches avec les femmes que le public. Pourquoi? Il y aurait moins d'écart de salaire entre hommes et femmes dans le public? Oui, déjà. Et puis souvent, à cause de la charge des enfants, les femmes qui bossent dans le privé sont obligées d'interrompre leur carrière et de prendre des emplois à temps partiel, souvent rémunérés au SMIC. C'est moins le cas, voire pas du tout le cas, dans les entreprises proches de l'État et dans la fonction publique. Du coup, par rapport à un homme qui n'a pas connu une carrière en dents de scie, et au moment de calculer la pension sur les 25 meilleures années de salaire, les femmes du privé s'en sortent moins bien. Voilà un autre tableau sur la répartition des pensions, tout régime confondu. Ça permet de voir que les pensions de plus de 5 000 € par mois sont loin d'être la majorité, et aussi que la différence homme-femme, même si elle tend à se réduire si on regarde un peu l'historique, est toujours bien présente. Bon d'accord, ça fait pas mal de données quand même. Je sais, et encore, j'aurais bien aimé t'en montrer plus, il y a plein de trucs à dire. Je te mets en description des sources, et notamment les rapports de l'adresse, qui sont vachement bien foutus. Il y a plein de graphiques, c'est très visuel et facile à comprendre. Il y a aussi des jeux de données téléchargeables sur Excel depuis leur site internet. Là encore, c'est hyper bien foutu et catégorisé. Si tu veux t'amuser avec les données, il y a de quoi y passer des semaines. Oui, bien sûr. Si je te file des thunes sur Tipeee, c'est pas pour avoir à me taper le taf moi-même. Toi, tu me files des thunes sur Tipeee? Attends, t'en sais rien, c'est carrément possible. On peut pas savoir de toute façon avec l'histoire de pseudo. Ouais, ok. Donc, la suite.